Bienvenue sur Sexy Cars et bienvenue sur ce parking, sur ce campus où en 1993 je rencontrais la personne qui partage ma vie aujourd'hui. À l'époque elle était dans une Super 5. Donc la Super 5 électrique aujourd'hui est un petit peu une Madeleine de Proust pour moi. J'ai eu ce véhicule non pas par le service de presse Renault mais par la concession Gueudet à Rivry près d'Amiens. Si vous voulez d'ailleurs des renseignements complémentaires sur cette voiture, n'hésitez pas à aller les voir, c'est une équipe qui est extraordinaire. Je vous le disais, je n'ai pas été invité par la presse, ça m'a permis d'avoir ce véhicule pendant 4 jours et de découvrir toutes ses qualités et aussi ses petits points améliorés, ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors justement, cette vidéo va s'articuler en 2 parties. La première partie, on va faire le tour de la voiture, on va voir l'intérieur de la voiture, on va voir les aides à la conduite, tout ça. Et la deuxième partie, c'est peut-être ce qui vous a fait cliquer sur la vignette. On va comparer cette Super 5, cette Renault 5 électrique de 2024 à la Renault 5 des années 80 qui était sortie, la Super 5 plus exactement. Et cette comparaison va peut-être vous surprendre. C'est en fin de vidéo. Sachez que cette vidéo est chapitrée, c'est-à-dire que s'il y a une partie de la vidéo qui ne vous intéresse pas, vous pouvez la passer. Et bien sûr, si vous regardez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez mieux comprendre la comparaison entre ce véhicule de 2024 et le véhicule des années 80. Et avant de décortiquer cette Renault 5e, je dois vous dire que cette vidéo n'est pas sponsorisée, que ce soit par Renault, par Gueudet Rivry ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne reçois aucune compensation financière, ce qui me laisse quand même une liberté de parole et la possibilité de donner des petites critiques constructives, négatives ou les critiques positives sur ce véhicule. Avant la sortie de la R5 à 25 000 € en 2025, Renault m'a confié son modèle haut de gamme, à savoir le modèle iconique en version confort, c'est-à-dire avec 150 chevaux de puissance. Vous pouvez aussi opter pour la version urbaine à 120 chevaux. Mon modèle est équipé d'une batterie de 52 kWh pour permettre de parcourir 410 km en cycle WLTP. Le 0 à 100 est abattu en 8 secondes. Quant à la recharge en continu, vous pourrez aller à un pic de 100 kW en DC et 11 kW en alternatif. Renault nous indique que la charge de 15 à 80% s'effectue en 30 minutes. Alors Nemo, tu nous fais la découverte extérieure de la voiture. Alors je ne vais pas commenter le design parce que ça c'est propre à chacun, mais moi franchement je la trouve super réussie. Elle ressemble à la Super 5 plus qu'à la Renault 5, mais avec une touche quand même moderne. Vous voyez cette signature lumineuse ici, donc ce phare en forme de, je ne sais pas quoi, en forme de M. Petit détail ici, le drapeau français. Vous avez ici également, regardez, le témoin de charge. Alors je vais quand même l'allumer, vous voyez là, je la déverrouille pour que vous voyez la signature lumineuse. Tout est en LED. Et ici, vous avez le témoin de charge, bien sûr. À chaque barre correspond 20% quand le 5 est complètement allumé. Alors, je ne sais pas si on va arriver. Voilà, là, on va y arriver. Voilà, là, elle est complètement chargée. Non, ça serait éteint. Voilà, pas complètement chargé. Vous voyez, il en manque une barre, c'est qu'on est à 60, un peu plus de 70%. Voilà, très, très belle réussite de la face avant. Sur le côté, on remarque ici une bande en glossy noir, piano black. Des roues de 18 pouces, ce sont des roues de 195-55. Chaussées donc en continental. Alors le 5 là c'est une option, c'est la concession Gueudet qui a voulu ajouter cette petite note sportive. Donc concernant la couleur, vous voyez ici le jaune métallisé. Alors je ne sais pas si on va le voir, mais franchement, non, on ne le voit pas bien. Et là, il n'y a pas suffisamment de soleil. Mais franchement, c'est un jaune métallisé qui est super lumineux. Vous distinguez la note bicolore ici. Vous avez un toit noir et puis un liseré qui est dans les tons rouges. Alors c'est pas vraiment un rouge, c'est un rouge un peu cuivré. Une finition mat, c'est superbe. Alors à noter aussi que vous voyez, on a une poignée à l'avant ici, il n'y en a pas à l'arrière, tout simplement parce que la poignée c'est ici. Mais je pense que c'est volontaire pour donner un aspect coupé à la ligne. Vous savez que la Renault 5 à l'origine est sortie en 3 portes. Et donc voilà, c'est pour rappeler la connotation certainement 3 portes de la Renault 5 d'origine. Et puisqu'on parle de la Renault 5 d'origine, regardez cette forme de toit ici à l'arrière, ça me rappelle totalement la Renault 5 d'origine, pas la Super 5 mais la Renault 5. C'est franchement bien vu de la part de Renault. Alors si de temps en temps vous voyez les lumières qui clignotent et
les rétroviseurs se rabattent, c'est parce que j'ai la clé dans la main ici. Oui, alors ça c'est une clé, c'est pas la plus grande réussite de la voiture, je trouve. On est encore sur une carte clé comme ça. Aujourd'hui, le smartphone peut prendre la place de cette clé-là. Je suis un petit peu déçu pour cette carte-là. En plus, c'est une carte qui est épaisse, hein, c'est pas un format RFID. Donc c'est assez gros, il y a une pile à l'intérieur. L'avantage, c'est que voilà, à l'approche, je vais approcher de la voiture me reconnaît et je peux comme ça simplement ouvrir le véhicule. Alors, pour en revenir à l'arrière, vous avez dû remarquer ici le feu arrière qui est très travaillé. Vous voyez, il y a plein de petits reliefs. Hein. Tout ce feu a été réalisé 3D. Alors, il y en a qui vont tout de suite penser à l'entretien, au nettoyage. Bah, c'est certain que pour arriver en cette petite chose-là, il va falloir soit user du Karcher, soit user d'une petite brosse pour aller dans les plus profonds interstices ici. Voilà, mais honnêtement sur la ligne, ça fait vraiment très très joli. Alors bien entendu, j'ai oublié les capteurs ici, hein, les radars. Capteurs, vous en avez un ici et un à gauche. C'est pas beaucoup, il y a certainement qu'il y en a un qui est caché. Oui, vous en avez ici qui sont dissimulés en couleur noire. Donc vous en avez 4 à l'avant. Il y en a également à l'arrière. On va regarder tout de suite. Ici, 1, 2, 3, 4 à l'arrière. Et ici 5, 6, donc vous avez 6 radars à l'arrière également, donc qui permettent les manœuvres et les stationnements plus aisés. On va le voir plus tard dans la vidéo sur le stationnement automatique, parce que ce véhicule est équipé de l'assistance au stationnement. La trappe de charge s'ouvre simplement par un push. Voilà, on verra ici également la recharge en CSS, en combo, et puis ici en T2. Vous voyez, il y a un petit peu d'espace entre le haut ici et le bas, donc on pourrait éventuellement imaginer de pouvoir ranger des câbles, par exemple, juste les câbles de charge. Mais effectivement, on n'a pas beaucoup de place. Il faut savoir qu'on est sur la version la plus puissante, donc le moteur c'est le plus gros. Peut-être que sur les versions futures, avec des moteurs un petit peu plus petits, des choses un petit peu moins fournies, eh ben, on peut espérer avoir un capot avant, un frunk, pour y ranger ses accessoires ou quelques petits bagages. Concernant l'intérieur, ici, on a associé en fait la couleur de la carrosserie à la couleur des sièges et des contreportes. Oui, c'est un tissu qui est qualitatif, vraiment joli. Ici, les commandes de lave-vitres et de rétroviseur sont en mat, un aspect mat. Je trouve ça très bien. Je dirais même que c'est mieux que le fameux piano black qu'on retrouve ici. Vous savez, peut-être moi je suis un peu anti piano black parce que ça laisse beaucoup de traces de doigts, de poussière. Et ici, on a du piano black également. Mais globalement, la présentation intérieure, elle est quand même assez qualitative. L'assise est très confortable. On est comme dans un canapé, un petit canapé, on est tenu. Donc en position de conduite, on a quand même la place qu'il faut. Je fais 1m82. Là, je suis vraiment très bien. Il faut même que je m'avance un petit peu. Il reste encore un petit peu de marge. Bien sûr, ça va jouer sur l'espace arrière. Là encore, on reprend l'esthétique de la Super 5 qui avait par contre lui un petit vide-poche qui était à l'avant, qui était creusé. Là, ils ont pris l'option de le mettre d'un seul tenant. Et si vous avez donc le Renault 5 qui s'allume, alors ça va s'allumer en fonction des différents modes de conduite. Alors si je mets par exemple confort, vous allez voir que cette couleur la change, vous voyez. On le verra en conduisant, hein, les différents modes qui existent. Bon, après concernant la signature lumineuse, il n'y a qu'ici que ça apparaît et puis sur le tableau de bord. Et puis vous avez ici cette petite ligne qui vous indique dès que vous rentrez dans la voiture quel mode vous avez adopté. On a ici l'ouverture du frunk, enfin du capot avant. On l'a vu tout à l'heure, hein, il n'y a pas de place, il n'y a pas de rangement pour le frunk. Les vides-poches sont pas très profonds. Alors ça a un avantage, c'est que vous retrouvez facilement les affaires, vous n'avez pas à perdre des affaires au fond. Par contre, vous ne pouvez pas mettre de choses volumineuses dedans, comme une bouteille par exemple. Il n'y a pas non plus ici de porte-gobelet, si ce n'est cette petite partie qui se détache. Donc vous mettez une bouteille ou une gourde.
On retrouve aussi à l'avant un port de charge à induction ici. Il n'y en a qu'un, hein. Le passager il aura qu'à bien se tenir. Vous avez également ici 2 ports USB-C. On n'a pas de pur port USB-A, contrairement à ce qu'on peut voir dans certains véhicules où il y a un port USB-C, USB-A. Et aussi ici une prise allume-cigare dont on ne se servira quasiment jamais. Enfin je dis jamais si ce n'est pour gonfler le matelas pneumatique pour aller à la mer. Sur la droite ici vous avez le frein à main, donc on le désengage en tirant dessus. Et on a sur la droite un mini accoudoir avec une mini poche pareil. On peut mettre très peu de choses là-dedans, mais c'est du rangement. C'est de la place qui est perdue, donc autant la valoriser. Sur le toit, on retrouve des pare-soleil qui sont éclairés par cette petite LED qu'il y a là. Ça, c'est une petite pince pour mettre la carte de déchetterie ou la carte de recharge. On retrouve ici en partie centrale un bouton SOS, si on est mal pris. Vous avez ici des boutons qui sont tactiles. C'est sympa. Est-ce qu'on peut régler? Non, on ne peut pas régler l'intensité. Donc des deux côtés, on a des boutons tactiles pour allumer les lumières de courtoisie. On a également ici sur cette partie-là la ventilation. On a ici par contre des boutons physiques. Parfois les gens disent « Ah, il y a trop de tactile, je veux du bouton physique ». Donc là, les boutons physiques ne règlent que la climatisation, que le chauffage. Ici, si je mets off, voilà, là je suis arrêté complètement. Je ne veux pas mettre le dégivrage. Vous avez comme ça ici des boutons totalement physiques. C'est une climatisation qui est monozone, on n'est pas bizone. Franchement, je trouve ça largement suffisant. Sur cette version, vous avez également les chauffe... Excusez-moi, je n'ai pas saisi. Mais non, mais moi non plus. Oui ou non? Bah non. Essayons à nouveau. Non. Voulez-vous activer la... Entendu. Pour désembuer le pare-brise, dites Renault, active le désembuage. D'accord, merci Renault. Alors, comme je disais, on a cette version. Donc comme je disais, cette version est équipée du chauffage, des sièges chauffants en 3 forces, donc passager et conducteur. Et vous avez également le volant chauffant, ça c'est très appréciable. Également, alors là il n'y a qu'une force, je croyais qu'il y avait 3 forces, mais il n'y a qu'une force. Donc on, off. Alors que là, on a 3 forces, 2 et 3. Concernant le volant, l'usage, ça va être en conduisant, mais je vais quand même vous détailler ici au repos parce que ça sera plus sécuritaire. On a une multitude et peut-être trop de commodos et de choses. On est un petit peu perdu. Je vous avoue que le premier jour, j'étais perdu. Là, on est au 4e jour. Je suis quand même un petit peu moins perdu. Comme quoi, on se fait, on s'y fait à tous ces commodos. À savoir, vous avez ici un commodo qui va gérer le volume de la sono, de la musique. Sachez aussi que vous l'avez ici au-dessus. Vous avez un plus, un moins. Le clic fait pas très... fait assez cheap en fait. Donc moi je préfère utiliser ceux-là. Ceux-là sont beaucoup plus qualitatifs que ça. Alors ça c'est pour le passager, s'il trouve que c'est trop fort. Lui il pourra baisser ici. On a aussi un bouton on-off ici pour mettre en veille. Alors je ne vais pas le faire tout de suite, mais pour mettre en veille afin d'éteindre l'écran et de ne pas de permettre aux gens à côté de ne pas être perturbés par la luminosité de l'écran. Parce que oui, ces écrans sont hyper lumineux, hyper qualitatifs. Sérieusement, la dalle, elle est hyper qualitative. C'est quand même assez réactif, vous voyez. Et là, l'écran de devant, il est juste fou, quoi. Donc pour le volant, on a dit le petit commodo ici pour le volume. Ici, vous avez les essuie-glaces, tout ce qui est réglage d'essuie-glaces, vitesse d'essuie-glace, essuie-glace automatique. On passe de l'autre côté, vous avez ici le réglage des feux, donc en auto forcément, ou manuel, et également les clignotants. L'appel de phare, ça sera un appui sur ce bouton-là. Et vous avez un Okomodo qui s'ajoute puisqu'on n'a pas de commande centrale ici pour le levier de vitesse. C'est un peu à l'américaine, à l'ancienne, c'est-à-dire que vous avez ici le réglage, le sélecteur de vitesse. Donc là, il me demande d'appuyer sur la pédale de frein. Donc ici, je vais en drive ou en B. Vous voyez, quand j'appuie une fois dessus, c'est B, c'est D. Une autre fois dessus, c'est B. Qu'est-ce que D et B? C'est la première fois que je vois ça sur un véhicule. D, c'est le mode drive. Et B, c'est le mode drive, mais avec B, brake, je pense. On a beaucoup plus de régénération de l'énergie. Bon, donc, en mode D, vous avez quand même la régénération de l'énergie. On le verra tout à l'heure en conduisant. Ici, vous avez une petite jauge qui va vous indiquer que vous régénérez malgré tout de l'énergie quand vous levez le pied de la pédale. Mais c'est pas très perceptible, juste un petit peu. Alors qu'en mode B, vous allez régénérer beaucoup d'énergie. Donc je dirais c'est un mode, le mode B,
qui va pas mal servir en agglomération. C'est-à-dire que quand vous allez dans les bouchons, par exemple, vous allez devoir accélérer, freiner. Ça sera un mode qui sera à préconiser. Par contre, sur autoroute ou sur route nationale, on préférera le mode D qui régénérera un peu moins et on aura une conduite un peu plus souple, un peu plus anticipée. Le mode R, c'est le mode recul et vous savez ici le mode N. Alors, vous voyez, quand je passe en mode B, là je suis en mode B, pour avoir le mode N, il faut lever un petit peu vers le haut et là on passe en mode N. Si vous cliquez vraiment trop vers le haut, vous passez en mode recul. Donc la marche arrière, à noter, malgré une superbe qualité de dalle ici, je vous l'ai dit, hein, à gauche comme à droite, la caméra c'est tout simplement pourri. Mais aujourd'hui, vu le prix des caméras, ils auraient pu mettre une caméra un petit peu plus qualitative. Alors peut-être que vous vous en rendez pas compte ici à la vidéo, mais quand vous avez l'habitude d'avoir d'autres caméras de recul sur d'autres véhicules, donc franchement, on a une définition qui n'est pas terrible. Au niveau du volant, vous avez deux molettes ici au bas. Donc la première molette va vous permettre de changer, alors on le verra en mode drive, ça va vous permettre de changer le menu de gauche et cette molette droite va vous permettre de changer le menu de droite. Ça va vous permettre de changer les menus du milieu. Vous voyez là je change d'aspect, tout simplement. Alors voilà, là je suis en mode GPS, sachant que le GPS c'est la reprise de ce GPS là. Mais c'est le GPS natif, c'est-à-dire sous Android Automotive. Si vous décidez de passer en CarPlay, parce que oui, il y a le CarPlay sur cette voiture, si vous décidez de passer en CarPlay, on verra tout à l'heure, vous n'aurez pas la retranscription du CarPlay sur cet écran-là. Et cet écran-là, vous n'aurez pas la destination, vous n'aurez pas l'orientation. Donc là, c'est un choix assez cornélien à faire, c'est-à-dire que si vous voulez vous rentrer une destination, si vous passez par CarPlay, vous n'aurez pas les indications sur votre écran en face de vous. Je dis CarPlay, mais c'est valable aussi pour Android Auto. Voilà. Ici, c'est un bouton favori. Alors, c'est à régler dans les paramètres. Donc, le bouton favori, ici, chauffe tous les sièges. Donc, par défaut, là, je vais l'arrêter, on-off. Ça, c'est pour le téléphone, hein, je vous cache rien. Là, c'est le micro pour pouvoir donner des ordres. Si vous êtes sous CarPlay, par exemple, à CarPlay, ou si c'est... pour le téléphone par exemple. On va passer sur le côté gauche du volant. Vous avez ici tout ce qui concerne l'assistance à la conduite. Bon, ces boutons-là, vous les connaissez, c'est le bouton Resume et ça c'est annuler, hein, cancel, quand vous êtes en régulateur de vitesse. Et ici, vous avez différents modes. Vous voyez, quand je clique dessus, ici ça s'allume, vous êtes en off pour le moment. Si j'appuie une fois, je suis en mode Active Assist, hein, ou Drive Assist comme on l'entend. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le régulateur adaptatif en premier lieu, plus le maintien dans la voie. En deuxième lieu, ici, on n'a que le régulateur adaptatif. Et en troisième lieu, vous avez le limiteur de vitesse. C'est une option qui n'existe pas sur tous les véhicules. Donc, il est intéressant de souligner qu'on a ici un limiteur de vitesse. Si vous avez tendance à appuyer un petit peu trop fort sur la pédale, sachez que vous pouvez limiter ici à 120. Alors, ça se met avec la molette ici. Vous allez limiteur, voilà, vous allez régler... à 80 par exemple pour les nationales et comme ça vous n'irez pas à plus de 80 même si vous enfoncez la pédale de frein d'accélérateur pardon. Ce bouton là va permettre d'activer ce que vous avez sélectionné, donc le limiteur ou la conduite Drive Assist, non Pilot Assist, je ne sais plus comment il l'appelle. Et ici ça va vous permettre de régler, alors ça faut que je change pour voir la voiture. Est-ce que je vais la voir? Voilà. Alors là, on ne voit pas les traits, mais vous avez des traits qui vont se mettre ici. Donc ça vous permet de régler l'éloignement par rapport au véhicule qui vous précède. On verra tout ça en conduisant. Et puis, vous avez ici une touche qui s'appelle Multisense. Cette touche-là, c'est la touche qui va vous permettre de passer ici du mode sport. Alors, faut appuyer assez vite. Au mode perso. C'est un mode qu'on personnalise soi-même, ou au mode confort, ou au mode éco. Voilà. Tout le reste, je vous l'expliquerai en conduisant. On va passer maintenant à l'arrière pour voir l'habitabilité. Bon, pour l'arrière, on va pas se mentir. Hein. Moi, je me suis mis à 1,82 m. On peut encore reculer le siège. Mais vous voyez déjà que là, je touche. Donc, c'est pas un véhicule familial, on le sait, la Super 5 n'est pas un véhicule familial. Ça ira pour des enfants ou pour des courts trajets en urbain ou en périurbain.
Bon, il faut quand même noter qu'ici, vous avez 3 appuis-têtes, même pour du milieu. Ce sont des sièges 1 tiers, 2 tiers. Et vous avez également 2 petites loupiottes ici. Donc par rapport à cette place centrale, justement, on notera ici que vous n'avez pas de tunnel central. Donc des petits pieds peuvent passer, pas les miens, je fais du 43, des petits pieds. Donc un enfant peut aisément se mettre sur la place du milieu. C'est pas une place qui est hyper inconfortable pour un enfant. Il a en plus l'appui-tête. Bon, et enfin, je vous en ai pas parlé, mais vous avez ici le toit qui est molletonné, qui est très souple. Alors, on n'a pas de toit vitré, comme dans la Scénic ou la Mégane, par exemple. Par contre, l'avantage, c'est l'été, vous avez quand même moins chaud grâce à cette partie-là qui est un peu plus isolée, surtout que sur cette version, on a un toit noir. Donc. Alors concernant la position de conduite, on est quand même bien installé, les fauteuils sont confortables. On est comme dans un 9, hein, comme dans une Renault 5 de l'époque, enfin plutôt une Super 5. Par contre, le freinage, je le trouve un petit peu brutal. Il donne des petits à-coups. On ne peut pas avoir une progression sur le freinage. Je trouve qu'il est tout de suite assez violent. Voilà. Alors il faut savoir que quand vous êtes désengagé, alors là vous voyez l'autopilote ne veut pas reprendre la main, mais quand vous vous désengagez, il y a un petit son, on va peut-être l'entendre. Là il est engagé, je vais faire un écart pour qu'il se désenclenche. Non, quand on fait volontairement, en fait il n'y a pas de petit bruit. Par contre, quand c'est lui qui n'arrive pas à estimer qu'il peut reprendre la main sur une route comme ça, on a un petit bruit, on a un petit bip bip qui nous dit attention, j'ai quitté le mode drive assist, donc sois vigilant et reprends les commandes. Nous voilà sur route, et plus exactement sur une route rapide, illimitée, là c'est limité à 90. Alors pour vous expliquer, déjà ici vous voyez, vous avez ça qui est le déclencheur de l'assistance. Alors 0 c'est pour l'annuler. Quand on clique dessus, il se met en route et vous voyez que là il est affiché en vert, mais parfois il est affiché en grisé. Quand il est en grisé, c'est qu'il n'est pas actif. Par exemple là je vais passer sur la voie de gauche, vous voyez que l'assistance à la conduite a été désactivée. Si je reste sur la voie, hop, elle se réactive automatiquement. Donc vous avez une assistance en continu, mais vous pouvez reprendre la main sans à-coup, sans problème particulier. Vous voyez ici, alors là il me rappelle à l'ordre, il me dit que c'est 90. À savoir que dans les menus, vous avez la possibilité de limiter la vitesse de l'assistance à la conduite au panneau. C'est-à-dire que automatiquement, on va le voir tout à l'heure, hein, automatiquement la vitesse va être réduite à la vitesse indiquée par les panneaux. Alors c'est un très gros avantage. Vous voyez par exemple ici, alors il y a un 70, non c'est pour la voie, j'espère qu'il ne va pas lire le 70, non il ne l'a pas lu. Donc c'est un très gros avantage, c'est que arrivé en agglomération, eh bien la voiture va ralentir et devant le panneau du village en fait vous serez à 50 km/h. Donc ça c'est quand même quelque chose de très positif, surtout par exemple par rapport à ma Tesla, hein, où la Tesla lit le panneau au dernier moment et là va commencer à freiner à partir de ce moment-là et non pas à partir du début du panneau. Il y a juste une petite limitation sur cette option, hein, c'est une option qu'on active dans les menus, c'est que si je rentre sur une autoroute et que le système n'a pas détecté que c'était une autoroute, ça m'est arrivé, je vous le dis, c'est parce que ça m'est arrivé. Donc on sortait d'une zone 50 sur une autoroute, et ben lui il avait l'impression qu'il fallait rouler à 50 et donc j'avais pas moyen de conduire en assisté en fait, parce que lui voulait me limiter à 50 absolument alors que la limitation était de 130 km/h. Bon, je vous rassure, je pense que ça arrive assez rarement. Donc pour moi, je roule plus facilement, pour éviter les amendes aussi dans les villages, hein, et puis dans les réductions de vitesse. Je roule plus facilement avec cette option qui est enclenchée.
Alors concernant le tableau de bord, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous avez ici 2 molettes qui permettent de changer les différents menus. Alors ici c'est pour changer ou diminuer, vous voyez ici je diminue ou j'augmente la vitesse maximum. À droite vous voyez, vous avez un symbole d'une ville et un symbole d'une autoroute. Je suis actuellement avec une autonomie qui peut aller jusqu'à 220 km, mais si je roule sur autoroute, on me prévoit une autonomie de 155 km et en ville, une autonomie de 284 km. Donc je trouve ça plutôt bien vu de nous annoncer que en fonction de l'itinéraire qu'on va prendre, ou du type de route qu'on va prendre, et donc en fonction de la vitesse qu'on va adopter, eh bien l'autonomie va être modifiée. Pour changer les modes, on l'a vu, vous appuyez ici, une fois, une deuxième fois pour être en mode éco. Là je suis en mode éco, donc j'aurai vraiment une pédale qui sera très très molle. Vous voyez là j'appuie à fond, c'est très très mou, c'est vraiment très progressif. Et de toute manière là je dois être à 110 normalement. Et pourquoi il ne se met pas à 110? Eh bien, je crois savoir pourquoi. Alors je vais me remettre en mode confort. Et bien c'est pas enclenché à 110 parce qu'à mon avis dans les menus, c'est le menu aide à la conduite, il me l'a désactivé. Confort. Et ouais, en fait ce critère là que je vous dis hein, qui va se réguler par rapport à la vitesse, il se désenclenche à chaque démarrage. Donc je pense que c'est un bug hein, parce que moi je le voudrais constamment. Vous voyez là la voiture accélère, on va atteindre les 110 et moi je veux ce système qui me permet d'atteindre la vitesse limite à chaque fois. Et quand j'arrive à 90 par exemple, alors là c'est pas 90, c'est une sortie de voie, mais on va le voir tout à l'heure, quand on va atteindre une limite inférieure, on va voir la voiture qui va ralentir, et notamment à l'entrée des agglomérations. Alors exemple ici, nous sommes dans un village, nous sommes à 50 km/h, en drive assist, ou en assistance de conduite, et vous allez voir qu'on va passer le panneau et tout de suite il va se rétablir. C'est quoi ce son? Ah voyez, là le drive assist, vous avez entendu le son, ça veut dire que le drive assist en fait c'est désenclenché. Donc là il faut toujours garder une main, donc je vais pas pouvoir vous montrer ça. Ah voilà, il a repris la main, vous voyez il est en vert. Quand il est en vert ici c'est qu'il a repris la main, et vous allez voir quand on va passer le panneau, il va repartir sur du 80 et sans rien faire, et 80 et sans rien faire, la voiture accélère et va atteindre la limite des 80. On se retrouve au prochain village pour vous montrer en amont comment la voiture décélère pour arriver immédiatement au panneau 50 à 50 km/h. La prise de virage, c'est un virage assez serré que je connais bien hein, et je maintiens les mains dessus. Et là, vous voyez, je reprends un peu parce que l'angle du volant n'était pas suffisant. Donc pour pas finir dans le muret, eh ben, j'ai dû donner un petit coup de volant. Vous voyez, sur les virages serrés, c'est pas encore très au point, en tout cas moins au point que sur mon véhicule. Alors comme vous devez le savoir, dans la réglementation européenne maintenant, il est imposé aux véhicules d'avoir un avertisseur sonore quand on dépasse la vitesse. Vous allez voir, je vais dépasser un peu le 110 et vous voyez, là j'ai un petit avertisseur sonore et en même temps j'ai un avertissement ici. Pour pouvoir le désenclencher, c'est simple, on appuie une fois dessus et on appuie pour valider. Et là, je n'aurai plus cet avertisseur sonore. Je trouve ça très pratique parce que c'est vraiment sous la main. Bravo. Bravo pour cette ergonomie. Ça nous empêche d'être... Ça va nous éviter d'être dérangé un petit peu toutes les 2 minutes quand on dépasse de quelques kilomètres/heure la vitesse limite. Donc là, nous allons arriver dans une agglomération. Hein, le panneau, il est à quelques centaines de mètres là-bas. Et vous allez voir, ici, on est toujours à 80, limité à 80. Mais dès que géographiquement, il va avoir capté que, vous voyez, attention, ramener à 50. Il a déjà détecté qu'on allait rentrer dans un village. Il réduit sa vitesse. Voyez, ça clignote 50. Et le panneau est ici et vous allez voir qu'à peu de choses près, à 50, vous voyez, là je suis à 54 en franchissant le panneau, sachant qu'il y a un petit peu de retard d'affichage hein, sur ce panneau-là. On est même à 30.
ça fait pas beaucoup, 30. Largement. Alors par contre, les virages serrés, faut oublier en conduite assistée. Hein. Il a du mal à prendre les virages serrés. Donc là, vous reprenez la main dessus. Il n'y a pas d'à-coup. Hein. Contrairement, encore une fois, là, à ma Tesla, il n'y a pas d'à-coup quand vous reprenez la main. Et quand il se remet, c'est un petit peu comme dans l'X-Pen que j'ai essayé. Eh ben, c'est très doux. Vous voyez, là, le voyant n'est pas vert ici. Et là, il va se remettre au vert. Hop, là, je peux lâcher le volant. C'est la voiture qui reprend le contrôle. Mais encore une fois, dans les virages, évitez de la laisser faire parce que quand ils sont très serrés, c'est un petit peu chaud. Alors la Renault 5 n'est pas dotée du One Pedal. Vous avez tout juste le Auto Hold, hein, c'est-à-dire quand vous êtes à un feu, vous pouvez presser fort le frein. Donc là, il va serrer les mâchoires des freins. Et puis pour redémarrer, vous rappuyez sur l'accélérateur. Par contre, il ne s'arrêtera pas automatiquement si vous relâchez complètement la pédale d'accélérateur, ce qu'on appelle le One Pedal. C'est une fonction qui normalement est appelée à apparaître, soi-disant sur des versions ultérieures. Mais en tout cas, sur celle-là, elle n'en est pas dotée. Vous voyez là, par exemple, le feu rouge, si je lève mon pied, eh ben, je suis obligé de freiner. Et pour rester sur place, voilà, je bloque mon frein et là, je ne redémarre pas. Et pour redémarrer, je devrais appuyer sur l'accélérateur. Donc que se passe-t-il quand on lâche les mains du volant en mode conduite assistée en fait? Donc on va le faire, alors je garde les mains dessus et vous allez voir, je n'exerce pas de pression hein, parce que c'est pas du capacitif, hein, c'est du résistif. Là il me demande d'abord de garder les mains sur le volant. Au bout d'un moment, on va avoir une alerte sonore. Voilà, en rouge, donc c'est très doux. Et voilà, là il donne des coups de frein, c'est pas moi qui donne le frein. Vous voyez, il me donne un deuxième coup de frein, il accélère et là il me freine complètement, il met les feux de détresse. Donc sur l'autoroute, il m'arrêterait complètement au milieu de la voie. Mais au moins, si j'ai un malaise, il a mis le frein à main. Au moins, si j'ai un malaise, eh ben, je suis, on va dire, préservé. Par contre, s'il y a un véhicule qui arrive à très très grande vitesse, eh ben, je me mets en danger. Il existe des systèmes qui sont plus efficaces encore. C'est les systèmes Volkswagen qui, eux, mettent le clignotant et vous mettent sur la bande d'arrêt d'urgence quand ils le peuvent. Ils ne vont pas se mettre sur un terre-plein comme ça, hein, sur un bas-côté, mais ils se mettent sur la bande d'arrêt d'urgence et ils mettent les feux de détresse ensuite. Et je pense même qu'ils alertent les secours en même temps. Autre point positif, c'est que j'ai beau avoir été puni, hein, ne pas avoir mis les mains dessus, je peux malgré tout réenclencher l'assistance à la conduite. Parce que Renault a compris, contrairement à Tesla, qu'il était quand même plus prudent d'avoir une assistance à la conduite, même si on a fait preuve de fatigue par le passé en fait, que plutôt que Tesla qui vous enlève carrément la possibilité d'avoir ces assistances-là, sauf si vous vous arrêtez sur une aire d'autoroute. Encore faut-il pouvoir trouver une aire d'autoroute à proximité de l'endroit où vous avez été puni. Vous voyez la feuille, là c'est pour voir votre consommation économique. Et plus j'accélère, plus la feuille devient jaune, ça veut dire, ou orange, ça veut dire que je consomme beaucoup. Alors que plus je me rapproche du côté du vert de la feuille, eh ben, moins je consomme et plus je suis éco-responsable en fait. Alors on a tenté une recharge ici, on est à 77 kW, 78. On peut aller jusqu'à 100 kW, hein, on est encore en continu. Par contre on est chargé à 50%, donc forcément la vitesse de charge se ralentit. D'ailleurs il faut que je vous avoue que la recharge ne s'est pas hyper bien passée. Si vous voulez en savoir plus, merci de vous abonner à la chaîne. Je ferai une vidéo dédiée spécialement justement sur cette recharge qui s'est mal passée. Vous allez voir que on a émis toutes les hypothèses. Est-ce que c'était à cause de la borne? Est-ce que c'était à cause de la voiture? Est-ce que c'était les deux? Donc si vous vous abonnez, vous pourrez ainsi savoir ce qui s'est réellement passé sur cet endroit. Bon, parking et main libre. Je recommence. Je passe la marche arrière. J'accélère. On attend. J'accélère. En fait, il faut garder le contrôle sur les pédales. Hein.
Est-ce qu'il va me redresser? Redresse, vas-y, redresse. Il le fait, redresse. Je vais dans le trottoir là, non? Ah non. Stop. Passer la marche avant. Il redresse. Oh yo. Avancer. Stop. Manœuvre terminée avec succès. On va regarder ça. Alors bien sûr, je suis sur un emplacement livraison, ce qui n'est pas autorisé. Mais, vous voyez, il a plutôt bien respecté. Et on est vraiment aligné au trottoir. Donc, à retenir, vraiment limiter sa vitesse, parce que la première fois, j'étais un peu surpris. Donc vraiment, garder les pieds sur les pédales. Il ne fait pas tout lui-même, il tourne le volant lui-même, mais les pédales, c'est vous qui devez avoir le contrôle. Bon, on va essayer de se mettre là, dans cet espace-là, entre deux voitures. Voir comment il gère ça. Donc, j'appuie sur voiture, parking main libre. Voilà, il l'a trouvé. Stop. Et appuyez sur la pédale de frein. C'est fait, je passe la marche arrière. Il met le clignotant. Et là, c'est moi qui gère les pédales. Hein. Donc, j'accélère, je freine. N'allez pas trop vite. Laissez-lui le temps de réagir. J'ai le pied sur la pédale de frein hein, pour contrôler. Et vous voyez, quand on se rapproche trop près, il y a l'angle qui change. Pour vraiment arriver reculer, il me dit, mais je peux plus reculer. Je suis coincé. Je vais rentrer dedans si je continue. Ouais, là, petite erreur. Hein. C'est moi qui lui dis d'avancer. Vous voyez, il m'a pas ordonné d'avancer. C'est moi qui lui dis d'avancer. J'ai le pied en contrôle sur le frein. Voilà. Je me trompe souvent. Voilà, là je repasse la marche arrière. J'ai pas envie de rentrer dedans. Donc vous devez quand même, stop, manœuvre terminée, vous devez quand même garder le contrôle sur la pédale de frein et puis sur la marche avant et la marche arrière aussi, dans certains cas. Vous voyez là, entre deux voitures, c'est quand même plus prudent pour pas rentrer dedans, quoi. Mais la caméra est là pour vous indiquer justement et pour vous prévenir que l'obstacle est proche. Nous voilà arrivés à la deuxième partie de cette vidéo qui a pour objet de faire un parallèle entre la Renault 5 iconique électrique et la Renault 5 GTX de 1987 Essence. Alors tout d'abord, il faut que je vous précise ce choix, c'est pour moi le modèle le plus haut de gamme de l'époque. J'aurais pu aussi prendre la Renault 5 GT Turbo, mais pour moi, elle s'apparente plus à l'Alpine A290 électrique. Alors oui, comparer ces deux véhicules de génération différente peut paraître étonnant, voire impossible, tellement il y a de paramètres à prendre en compte. Cependant, dans les vidéos déjà parues sur la Renault 5 électrique, beaucoup pointent du doigt le tarif quelque peu prohibitif de celle-ci. En effet, le modèle essayé est affiché à 32 300 € bonus déduit. Mais en francs constants, plutôt en euros constants, est-ce que la Renault 5 GTX était plus abordable pour autant? C'est ce que nous allons vérifier maintenant. À ma gauche donc, la Renault 5 e-Tech iconique de 150 chevaux. Elle abat le 0 à 100 en 8 secondes. Sa grand-mère, la GTX, équipée d'un moteur de 1,7 litre, développant 90 chevaux, soit 60 chevaux de moins, couvrait le 0 à 100 en 10 secondes 5. La GTX avait environ 500 km d'autonomie en ville et 550 en utilisation mixte. Autrement dit, elle était moins gloutonne sur route et autoroute qu'en ville, alors qu'aujourd'hui, c'est sa destination principale. En résumé, on peut dire que la Renault 5 de l'époque était plus adaptée à l'autoroute et aux routes et que la Renault 5 électrique fait mieux qu'elle dans les centres-villes et les périphéries en termes de consommation. Là où la Renault 5 GTX est encore imbattable, c'est sur le temps pour faire un plein. La Super 5, en effet, remplira son réservoir de 43 litres en environ 5 minutes s'il n'y a pas de file d'attente à la pompe.
On l'a vu tout à l'heure, il faudra 30 minutes pour la Super 5 électrique pour faire le 15-80% de la batterie. Cependant, il faut quand même noter qu'il est possible de faire le plein d'énergie pendant qu'on est occupé à autre chose. En plus de la charge à domicile, en heure creuse par exemple, on pourrait optimiser ces pleins d'énergie sur les stationnements urbains. Concernant le prix maintenant, car c'est ce qui fait le plus réagir sur les réseaux. La Super 5 présentée à 32 290 € et compte tenu du SMIC mensuel net, je dis bien net, pas brut, puisqu'il faut prendre en compte ce que les gens ont entre les mains et non pas sur la fiche de paye, le SMIC mensuel net est de 1426,30 €. On obtient donc une R5 iconique pour 22,6 SMIC net. Concernant la Super 5 GTX, elle coûtait 80 000 francs, avec les meilleures finitions, alors que le SMIC mensuel net était d'environ 3 800 francs. On pouvait donc s'acheter une Super 5 GTX pour 21,05 SMIC. Entre les deux modèles, on trouve donc une différence de seulement 7% en défaveur de la Renault 5 électrique. On pourrait également relativiser ce chiffre étant donné que les performances et le confort offerts par la nouvelle Renault 5 est incomparable à ceux de la voiture de 1987. De plus, et ce n'est pas négligeable, il faut aussi prendre en compte le coût de possession et d'utilisation du véhicule. Sur la GTX, il fallait prévoir les vidanges, les travaux de changement de joint de culasse, les bougies, les plaquettes de frein, les disques de frein. Tous ces travaux sont désormais de l'histoire ancienne grâce au moteur électrique et à la régénération de l'énergie du fait du frein moteur électrique. Tout porte à croire donc que la Renault 5 iconique en termes de tarifs est tout à fait comparable avec la Renault 5 GTX 1987. Deux petits bémols tout de même. Premièrement, si on tient compte de l'inflation que vous pouvez calculer sur le site franceinflation.com. Vous voyez ici par exemple qu'une somme de 80 000 francs de 1987 représente environ 24 150 € actuels. Avec ce pouvoir d'achat, on serait donc plus proche du tarif de la future Renault 5 à 25 000 €, prévu début 2025. Le deuxième et dernier bémol, il faut le regarder à la concurrence. En effet, si l'on jette un œil chez les constructeurs voisins, chinois notamment, on pourra toujours trouver moins cher pour des prestations à peu près équivalentes. Cependant, sur ce modèle, Renault dispose d'un argument de poids qui doit minimiser le prix. C'est le charme de son design et l'histoire indélébile de la Renault 5. Bon, pour la conclusion, on va la faire à l'intérieur parce qu'il fait vraiment froid. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être notifié des sorties des prochaines vidéos. C'est hyper important pour la chaîne d'avoir des abonnements. Ça aide à être référencé et en plus, ça peut me permettre de faire des présentations de véhicules, disons d'être reconnu par les marques, tout en étant aussi transparent que lors de cette vidéo. D'ailleurs, l'une des prochaines vidéos, ça sera une recharge qui ne s'est pas très bien passée avec cette Renault 5 électrique. Est-ce que c'est à cause de la Renault 5? Est-ce que c'est à cause de la borne de recharge? Ah ben ça, vous le saurez sur la prochaine vidéo. Il est l'heure de conclure cette vidéo de près de 45 minutes. Bon, vous voyez que j'ai merdé sur la fin et que mon micro n'était pas bien connecté. J'ai adoré cette voiture, elle m'a vraiment donné du plaisir à son bord. Et son équipement intérieur est hyper complet. Vous l'avez noté, les assistances à la conduite sont très performantes. Parfois même plus que sur ma Tesla. Je pense notamment à l'adaptation de la vitesse au passage des panneaux sur la route. La puissance de 150 chevaux est largement suffisante. Sur chaussée humide d'ailleurs, le train avant avait tendance à patiner un petit peu. Mais dans l'ensemble, le comportement global est excellent pour ce gabarit. Bien sûr, il reste quelques points d'amélioration. On aurait par exemple aimé une propulsion plutôt qu'une traction avant. On l'a souligné aussi, il serait temps que Renault change sa clé d'ouverture pour adapter définitivement le smartphone comme clé d'entrée. Et enfin, il est à noter quelques bugs, et je veux justement parler du mode d'assistance à la conduite adaptative au panneau qu'il faut aller cocher dans les menus et que l'on ne peut pas appliquer par défaut. Pire, à chaque fois que l'on reprend le véhicule, cette option est décochée. Espérons qu'une mise à jour solutionnera ce problème rapidement. C'est la fin de cette vidéo, prenez soin de vous et restez positifs. Ciao.